Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine au niveau des news, on a la 3090 Super qui pointe son nez au niveau des rumeurs. On a aussi pas mal de fuites sur les futurs processeurs d'Intel, on va en parler. Et pas mal d'autres trucs à droite à gauche. On y va, c'est parti. Alors, on entame tout de suite avec la blague de la semaine, hein, la 3090 Super. Alors, la gamme Super pour la série 3000 chez Nvidia, on en entend parler depuis quelques temps. Elle est pressentie pour la fin de l'année, voire début d'année prochaine, très probablement pour se positionner ou pour faire parler de Nvidia au moment de la sortie de la gamme GPU d'Intel. Et on commence à entendre parler de certains de ces modèles. Et ici, la 3090 Super. Alors, pour rappel, la 3090 actuelle, ce n'est pas la puce complète au niveau du GA102 qui équipe aussi la 3080 Ti et la 3080. Donc cette future 3090 utilisera pour le coup la puce complète du GA102, ce qui fait qu'on passera de 10 496 Q d'accord à 10 752. Ce qui devrait pratiquement rien changer, hein, puisque bon, pour rappel, la 3080 Ti c'était 10 240, la 3090 c'était 10 496, et cette 3090 Super, du coup, bah, on augmente de 200 Q d'accord à chaque fois, ce qui ne change foutrement rien au niveau performance en jeu. On attend possiblement une amélioration au niveau de la RAM, ça reste assez flou, et on attend aussi une plus haute consommation, hein. Puisqu'au niveau des leakers, hein, sur Twitter, ici Greymon nous dit que ce sera plus de 400 watts, on a Copy7Kimi qui a confirmé derrière en indiquant que ça pourrait être aux alentours de 450. Par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'apparemment il n'y aurait plus de NVLink sur cette 3090 Super, là où c'était présent sur la 3090, ce qui est plutôt gênant pour une carte qui est censée la remplacer avec plus de performance, probablement pour un petit peu plus cher. Alors je sais pas si le prix va changer, mais bon, enlever des fonctionnalités c'est jamais une bonne chose. Et au niveau de la consommation, c'est plutôt dégueulasse. Et là encore une fois, Copy7Kimi nous dit un lancement prévu pour 2021, donc ça devrait arriver avant la fin de l'année. Personnellement, cette carte ne sert à rien. Enfin, c'est relancer la 3090 avec, je pense qu'on n'aura même pas 5% de performance en plus, hein. Enfin, ça devrait être même moins que ça. Donc, quel intérêt? Je sais pas. Donc, du coup, quel intérêt en dehors de faire parler d'NVIDIA avec ce modèle? Je vois pas trop. Pour l'utilisateur, aucun intérêt. Bon, alors après, les plus taquins diront que c'est pour habituer les consommateurs à une consommation excessive des cartes pour la future génération qui va elle aussi consommer énormément. Du coup, bah, on sera déjà habitué à consommer 450 watts avant l'arrivée de la prochaine génération. Enfin bref, un petit peu plus réjouissant, le bundle Battlefield 2042 dont on avait parlé dans la vidéo précédente est confirmé, donc ça devrait arriver dans les boutiques. Pour rappel, il faudra acheter une 3070 et tous les modèles au-dessus pour pouvoir bénéficier de ce bundle. Donc si vous achetez une 3060 Ti, bah, pas de BF 2042 pour vous, ça c'est un petit peu dommage. Autre news pas très réjouissante, malheureusement, TSMC apparemment va faire grimper le prix sur toutes les chaînes de production en dessous du 16 nanomètres, ce qui veut dire quasiment tout ce qui est utilisé sur le high-tech qui nous intéresse ici pour les pièces pour PC, de 10 à 20%, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Bon alors après, TSMC est en situation de quasi-monopole, ils ont le leadership technologique, ils sont en avance sur tout le monde au niveau des procédés de fabrication, et ils le font payer. Encore une fois, quand il y a une situation de quasi-monopole et que la concurrence est à la ramasse, ben c'est un petit peu ce qu'on retrouve au final, c'est le client qui se fait mettre bien profond. Ben ici, c'est les clients de TSMC qui vont devoir passer à la caisse, et probablement nous aussi. Un petit peu plus réjouissant du coup, ben c'est Intel, puisqu'on entend de plus en plus parler de sa future architecture Alder Lake, qui doit débarquer maintenant dans environ 2 mois. Aux dernières rumeurs, c'est prévu pour fin octobre. Donc ça devrait arriver très vite. Alder Lake, c'est la première architecture Intel en Big Little, donc on aura des gros corps comme on le voit ici,
Sur le 12900K, c'est 8 gros corps, plus à côté 8 petits corps qui prennent la place d'uniquement 2 corps normaux. Donc pour Intel, hein, le but de cette approche, c'est dans un premier temps de voir si ça fonctionnera bien sur Windows 11, puisqu'il faudra obligatoirement Windows 11 pour tirer profit de cette architecture au maximum. Et le but de cette architecture avec des gros et des petits corps, c'est que pour Intel, à terme, c'est de proposer par exemple des puces avec suffisamment de gros corps pour les tâches les plus lourdes, et à côté de ça, de mettre énormément de plus petits corps pour prendre en charge le multithreading en étant de plus en plus efficace, puisque ces petits corps, comme on le voit ici, prennent très peu de place, ils consomment moins, et ils ont des performances avoisinant, je dirais, 60-70% des grosses puces. Dans la logique, on comprend bien que au plus on rajoutera de petits corps, si tout fonctionne bien, ça devrait décupler les performances tout en prenant très peu de place sur une puce, moins de conso, enfin bref, il y a plusieurs avantages, mais l'idée c'est un peu ça. AMD se dirige également vers ce type d'architecture d'ici quelques temps. Ça semble converger vers ce type d'approche pour la suite. Donc je dirais que cette première architecture, ce sera le test grandeur nature. On verra comment ça se passe, on verra si ça se passe bien. Le plus gros problème au lancement de cette nouvelle architecture, ce sera Windows 11. Est-ce que l'OS sera prêt? Est-ce que ça fonctionnera bien? Est-ce qu'il faudra qu'on ait des patchs? Enfin, il y a plein d'interrogations, et je dirais que le plus gros problème, ce sera est-ce que tout va bien se passer dans un premier temps, puisqu'au niveau des performances, en benchmark synthétique, ça a l'air plutôt pas mal. Alors sur cet exemplaire de test dont on ne connaît pas la fréquence maximale qui a été utilisée pour avoir ces résultats-là, donc on va utiliser ça tel quel, on peut apercevoir du coup que en single core, le 12900K fait un petit peu mieux que le 11900K. Normalement, on aurait espéré plus, donc je pense que la fréquence n'était pas au top niveau. Et en multicore, on voit par contre que ça met la fessée quand même au 11900K, où sur ce test, on voit que même en multicore, le 12900K se permet de faire mieux que le 5950X, qui est quand même hyper impressionnant pour une architecture avec uniquement 8 gros corps et 8 petits corps, de venir topper le 5900X AMD avec ses 16 gros corps classiques. En single core, c'est pareil, cette nouvelle architecture arrive devant. Alors après, c'est du benchmark synthétique. On a déjà vu que malgré le fait que le i9 11900K en single core est un score plus élevé que le 5950X, c'est pas pour autant qu'il est vraiment beaucoup plus efficace dans la plupart des utilisations, donc on verra bien en utilisation réelle si ça se concrétise vraiment ou pas. Mais bon, c'est quand même hyper prometteur au niveau des résultats, surtout en multicore. Je veux dire, en single core, Intel n'était pas spécialement à la bourre, même si ça commençait à se creuser petit à petit, mais ils étaient plus ou moins au même niveau qu'AMD. C'était surtout en multithreading et en multicore que ça posait problème, où l'écart se creusait de plus en plus avec les derniers Ryzen. Donc là, apparemment, Intel devrait pouvoir rattraper son retard. Par contre, en parallèle de ça, on a aussi entendu parler de l'i7 12700 non-K, et vu les rumeurs ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'apparemment celui-ci aurait uniquement 8 cœurs 16 threads classiques, et non pas comme le 12700K qui lui apparemment est prévu avec 8 corps 16 threads et 4 petits corps en plus. Ici, apparemment sur les modèles non-K, on aurait bien une segmentation différente que ce qu'on avait connu jusqu'ici, puisqu'apparemment les modèles non-K n'auraient pas non plus de petits corps sur cette nouvelle gamme. Alors ça reste des rumeurs, est-ce que c'est ce qu'on retrouvera dans le commerce? J'en sais rien, par contre si ça se concrétise, je suis pas trop fan. Jusqu'ici les modèles non-K, ça voulait juste dire pas d'overclocking et une fréquence de base légèrement plus basse. Et bien si là on nous enlève les capacités d'overclocking et en plus on nous supprime les petits corps, ça veut dire potentiellement une différence quand même assez majeure au niveau des performances entre le modèle K et le modèle non-K. Ce qui est plutôt mal vu. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils utilisent un autre nom, même si c'était le 12600, ou le 12650, j'en sais rien, mais pas juste le modèle non-K. Personnellement, je trouve que du coup, ça n'a plus rien à voir. D'autant plus que juste en dessous, on a l'i5 12600K, qui lui arrive avec 6 corps plus 4 petits cœurs, et dans la logique, il devrait se positionner très proche du 12700 tout court au niveau multithreading, et en single threading, ça devrait être grosso modo la même chose. Un peu bizarre, je suis pas fan. Par contre, en parlant du 12600K
Moore's is Dead a fait une vidéo dessus, et je dois bien avouer que si tout se concrétise, ça pourrait en faire vraiment un très très bon processeur, avec un ratio performance-prix hyper intéressant. Bon alors, dernièrement, chez Moore's is Dead, tous ces leaks en provenance de chez Intel sont plutôt bons, donc je pense que celui-ci sera correct. Et de ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est qu'au niveau tarifaire, ce futur i5 12600K devrait coûter le même prix que l'i5 11600K actuel, donc pas d'augmentation des tarifs. Par contre, cet i5 12600K devrait arriver à un niveau de performance avoisinant celui du 5800X d'AMD, pour moins cher, puisque les 11600K actuels, c'est à peu près 300 balles, donc c'est à peu près le tarif du 5600X d'AMD. Donc voir arriver ce 12600K avec des performances similaires au 5800X, pour 300 balles, AMD devra obligatoirement se repositionner pour rester compétitif. Tout en sachant qu'en dessous, on aura également les 12400 classiques, en 6 corps, 12 threads, eh bien eux, dans la logique, devraient avoir des performances très très proches, voire supérieures aux 5600X d'AMD qui coûtent 300 balles. Et si Intel ne change pas sa politique tarifaire sur les modèles 400, un 11400 actuellement c'est environ 150 balles, un 12400 à 150 balles quand on a le 5600X à environ 300, ça fait mal au cul. Donc on verra comment ça évolue, on verra ce qui va sortir vraiment sur le marché et quel positionnement tarifaire Intel va adopter, mais ça pourrait quand même annoncer un retour de la concurrence, principalement sur le milieu et sur le bas de gamme, puisqu'actuellement AMD prenait quand même ses aises, les 5600X et 5800X, niveau performance-prix, tout aussi bon soit-il, il y avait quand même eu une légère augmentation par rapport aux générations précédentes, et c'était pas spécialement bienvenu. Donc je suis quand même très content de voir Intel possiblement revenir dans la course de belle manière, avec une architecture innovante, intéressante. J'espère que ça va vraiment bien fonctionner. Alors après, il y a plein d'interrogations. Est-ce que cette intégration avec Windows 11 va être efficace? Est-ce qu'on aura des problèmes? Est-ce qu'on aura des surprises? C'est un petit peu là-dessus que j'attends de voir. Par contre, au niveau performance-prix, si tout ça se vérifie, ça pourrait vraiment être très bon. D'autant plus, aux dernières nouvelles, normalement, on devrait bien avoir des cartes mères en DDR4 et d'autres en DDR5. Donc ça veut dire que si vous voulez faire un upgrade de votre processeur, vous avez tout intérêt à attendre 2 mois avant de passer à la caisse. Puisque du coup, vous pourrez aussi conserver votre RAM actuelle si vous en avez déjà, plutôt que de passer à la case DDR5 tout de suite, qui devrait coûter très très cher dans un premier temps. Et globalement, au niveau différence entre les deux, généralement quand il y a une cohabitation sur un même chipset avec l'ancienne génération de mémoire par rapport à la nouvelle, personnellement, sur cette première génération de processeurs entre la DDR4 et la DDR5, les premiers modules qui vont arriver, je m'attends pas à un truc incroyable au niveau différence de performance. On devrait être dans les mêmes eaux. Donc bon, il n'y a plus très longtemps à attendre, ça va arriver très vite. Et on termine avec AMD et la 6600 non XT qui a été testée du coup par Igor's Labs. Alors, c'est une 6600 non XT émulée, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé une Radeon Pro W6600, qui est la puce qui va normalement équiper ces futurs 6600 non XT. Ils les ont mis aux fréquences annoncées pour l'instant pour cette future 6600, ce qui devrait, dans toute logique, donner les performances de la future carte d'AMD qui doit sortir normalement au mois de septembre. La différence majeure entre la 6600 XT et la 6600 tout court, c'est une réduction des unités de calcul, puisqu'on passe de 32 CU à 28, donc on passe de 2048 shaders à 1792, ce qui n'est pas une réduction énorme. Une réduction de la fréquence. Par contre, au niveau de la RAM, on ne sait pas si on restera sur 8 Go. Alors personnellement, j'espère que oui. 4 Go, ce serait clairement pas suffisant. Une baisse du TDP, du coup, on passerait à 130 watts, ce qui en ferait très probablement une des meilleures cartes au niveau performance par watt. Et ce qui ressort de ces tests, c'est qu'en 1080p, c'est tout à fait correct. On est tout juste en dessous de la 3060 d'NVIDIA, ce qui est pas trop mal. On est un petit cran en dessous de la 6600 XT, c'est logique. Mais on n'en est pas très loin, et honnêtement, pour du 1080p, c'est bien suffisant pour la plupart des utilisateurs. Du coup, est-ce que cette future carte va être intéressante?
Ben, ça dépend surtout de son placement tarifaire. On est très proche de la 3060. Alors on sait que la 3060 d'NVIDIA, elle n'a jamais été trouvée à son prix normal de 330 euros. Le problème, c'est qu'actuellement, elle a 12 Go de RAM. La RAM coûte beaucoup plus cher qu'elle ne coûtait au moment de la sortie de la 3060. Je ne pense pas qu'on retrouvera de 3060 à 330 balles avant un bon moment. Par contre, ça pourrait peut-être faire en sorte qu'NVIDIA nous sorte une 3060 avec 6 Go de RAM. C'est possible. À ce moment-là, elle devrait coûter moins cher. Est-ce qu'NVIDIA a envie de faire ça? J'en suis pas sûr. Je serais pas surpris qu'AMD nous positionne cette 6600 au tarif de la 3060 officielle, ou tout juste en dessous. Donc je serais pas surpris que le prix soit entre 300 et 330 euros officiellement. Bon, alors après, je sais qu'en boutique, ça va probablement être 400. Donc est-ce que cette carte va être intéressante à 300, 330 balles? Pas plus que la 6600 XT à 380. C'est pas le pire prix disponible actuellement, mais ça sera pas non plus une affaire, hein. C'est comme la 6600 XT, normalement ce sont des cartes qui doivent coûter beaucoup moins cher, puisque ce sont des puces plutôt bas de gamme au global. Elles coûtent vraiment pas cher, c'est juste qu'AMD marge le plus possible. Toutes les augmentations et toutes les autres excuses, c'est un peu pipeau, hein. En réalité, ce qui augmente le plus sur le prix final, c'est la marge d'AMD et c'est la marge des partenaires. C'est pas les coûts des matières premières et tous les autres machins. C'est vraiment minime par rapport à la hausse qu'on aurait dû avoir. Donc oui, les prix doivent être un petit peu plus élevés que d'habitude, pour tout un tas de raisons, mais pas à ce point-là. Mais bon, on sera vite fixé, normalement ça doit arriver le mois prochain. Enfin bref, c'est tout pour moi pour cette semaine, hein. J'espère que vous aurez trouvé quelques news intéressantes. Je trouve qu'il y a quand même des trucs sympathiques, principalement du côté Intel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si ça vous a intéressé. Et si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas également à faire coucou sur Discord et à passer sur le stream comme d'hab. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!